présentement le soir pour nous, en automne, hein, Jen? Crime, ça avance vite le temps, mais avec en plus nos podcasts qu'on donne au moins une fois par mois, je pense qu'on respecte nos délais. Oui. On va se le dire. Puis sinon, toi, la session, ça se passe correct? Jase, parle, là? C'est un peu le rush, ouais, mais je pense qu'on va survivre. C'est un peu un rush normal aussi. En fin de programme, comme ça, souvent, c'est plus ardu, c'est plus chargé. Fait que finalement, ben c'est ça. On travaille d'une façon différente au niveau de la gestion du temps, puis la répartition des travaux, puis la gestion du travail d'équipe aussi, qui est une tâche différente. Là. Mais tu sais, ce qui était intéressant, c'est qu'on a rencontré quelqu'un qui a un background en psychologie, en communautaire, Mélanie, qui travaille pour le Cégep, puis en même temps qui est une ressource ici au Cégep pour l'aide à l'apprentissage. Puis ça a été vraiment une rencontre super intéressante. Oui, ben moi je dirais que ça a été enrichissant. C'est sûr, je connaissais déjà Mélanie avant de la rencontrer parce que j'ai eu à la côtoyer auparavant, mais je pense que il y avait des choses que je ne connaissais pas de Mélanie, donc j'ai découvert quelqu'un d'autre là en dehors de ce que je connaissais déjà. Ben c'est un peu la même expérience de mon côté. J'ai trouvé, je me suis lancé dans la noirceur en ne sachant rien de Mélanie, puis je vais vous dire, là, tout le monde qui nous écoute, là, c'est très intéressant. On développe pas précisément, mais on parle très largement de l'organisation. Puis il y a vraiment quelque chose à s'y attendre. Oui, puis je suis vraiment contente d'avoir pu faire ça encore une fois avec toi, Simon. Tu sais, on se lance dans une aventure où on est un peu à l'aveugle, on apprend à tous les jours. En effet. Puis je pense qu'on peut faire des liens avec l'éducation aussi parce que on est là pour apprendre. Puis c'est ce qu'on a jasé aussi un peu avec Mélanie. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir faire partie de cette belle aventure. C'est vrai. Puis en plus, dans le dernier épisode, on va peut-être le remarquer, mais on vient de découvrir les effets spéciaux sur notre enregistreur. Donc, Puis c'est ça, l'apprentissage. Donc, vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube, bien sûr, par Facebook. Ou laisser des commentaires sur notre courriel qui est podcast... L'atelier podcast en un mot, bien sûr, à commercial@gmail.com. On aimerait remercier tous nos commanditaires, Métronomie, qui nous a aidés pour l'équipement, puis leurs ressources, puis leur savoir dans ce domaine, avec la CEE. Oui, donc l'Association des clubs entrepreneurs du Québec. Qui ont été là pour nous, les premiers, puis avec leur bourse, puis qui nous ont aidés à partir de ce beau projet. Oui, et on remercie toujours le Club entrepreneur étudiant du Cégep qui nous supporte, nous invite à nous challenger de fois en fois et faire en sorte que ce projet soit viable. Mais c'est surtout grâce à toi et moi, Simon, qu'on peut vous offrir un podcast une fois par mois minimum. Merci à toi, Jen. Alors, sans plus tarder, je veux pas encore une fois de plus gâcher le punch parce que ça serait plate, comme dans un film, puis que t'écoutes, la personne te dit c'est quoi la fin? Ils vont mourir, ils vont sortir ensemble. Oh, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Non. Alors, bonne écoute tout le monde. Merci. Alors, j'aimerais vous dire bienvenue à notre épisode spécial rentrée scolaire à l'atelier plutôt. Et on va commencer par jaser d'un petit brise-glace. On aime bien faire ça pour un peu détendre l'atmosphère. C'est toujours très loufoque où on ne sait pas où on s'en va avec ça. C'est juste pour dire que on fait une petite entrée. Mais avant d'y aller avec le brise-glace, j'aimerais vous présenter l'invité qu'on a avec nous, donc Mélanie, qui travaille au Cégep de Rimouski. Donc, c'est un honneur pour nous de l'accueillir sur notre plateau. Bonjour. Bienvenue à l'atelier. Comment on se sent aujourd'hui? On se sent bien. Oui, ça a-tu été avec tout pas le tracas, mais tout le tumulte de la rentrée, les élèves qui viennent te voir, à date, c'est correct, là? C'est une rentrée bien occupée. Oui. Et on aime ça parce qu'on est là justement pour répondre aux besoins. Parfait. Donc, petite question vite comme ça.
Tu dis que je la passe? Ouais, ben je pense que je vais laisser Simon. Donc, voici toujours, cher auditeur, le brise-glace qui est toujours un peu loufoque. Je vais te mettre en contexte avant, parce que je trouve que ce sujet-là, c'est tellement subjectif à la personne en tant que telle qui le vit, puis ça peut avoir l'air un peu abstrait. Donc, sens-toi à l'aise. C'est fait pour que ça soit large comme question. Parfait. Donc, puis c'est un petit clin d'œil aussi à la grammaire. Alors, est-ce qu'on monte en haut ou on descend en bas dans le pléonasme de l'organisation? Donc, je suis supposée répondre un des deux choix ou... C'est comme ce que tu veux. Parce qu'on sait que monter en haut, c'est logique, ainsi que descendre en bas. Donc, on n'aurait pas besoin de spécifier où on monte ou on descend. Moi, j'aime bien la montée. D'accord. Oui, j'aime bien la montée pour viser toujours plus haut. C'est une belle image, mais tu peux développer sur pourquoi on doit monter, pourquoi on doit avancer vers le haut quand on pense à l'organisation. Pourquoi on doit avancer vers le haut? Ben pour évoluer comme organisation. C'est le terme avancé qui me vient en tête, mais vraiment pour aller plus loin, puis pour réfléchir de façon plus actuelle aussi à ce qu'on veut. Mais de base, c'est quoi l'organisation? Ah, ben là, écoute, on peut y donner plein de sens. Moi, présentement, mon organisation, c'est le Cégep de Rimouski, donc je le vois plus au sens large, mais l'être humain est une organisation en soi aussi, là. C'est vrai, c'est un amalgame de plusieurs systèmes qui coopèrent tous ensemble pour... Au niveau biologique, c'est un peu ça, là. Mais sinon, au niveau... dans le domaine du travail, avoir de l'organisation, c'est pouvoir... absorber plusieurs informations et juste le filtrer et être capable de le digérer dans le fond. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Geneviève? Je veux dire que je suis d'accord avec tout ça, mais tu sais, on dit monter, descendre. Moi, je l'ai vu plus au sens de le fleuve, parce que avec mon emploi d'été, en fait, mon emploi étudiant, je suis en direct du fleuve, donc c'est une question en continu qu'on débat à tous les jours. Puis même, il y a des clients qui nous posent 10 000 questions là, en lien avec le fleuve. Fait que, est-ce qu'on monte à Québec? Est-ce qu'on descend à Québec? Est-ce qu'on... Fait que c'est de même que je le voyais, mais ce que vous abordez, c'est très bien aussi. Là. Donc, le sens est en nous. Oui. Exactement. C'est seulement une question de perception, mais c'est pour ça que c'était abstrait comme question. Mais continuons. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, j'aimerais connaître un peu plus c'est qui Mélanie pour nos auditeurs. C'est sûr, moi, j'ai eu la chance de côtoyer Mélanie au sein du Cégep, fait que je connais un peu déjà qui c'est. Mais vous ne la connaissez pas. Donc, brièvement, comment tu décrirais, comment tu pourrais en quelques mots, quelques phrases, comment tu pourrais te décrire pour les gens qui nous écoutent? OK. Donc, quelques mots, quelques phrases. À la base, donc, Mélanie, je suis enseignante en psychologie depuis 2014 au Cégep de Rimouski. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le milieu communautaire auparavant et j'ai un bac en psychologie, donc d'où mon allégeance pour la psychologie. Et au sein du Cégep, donc là, depuis 2014, et j'ai fait plein de trucs au Cégep aussi. Donc, oui, j'ai enseigné en psycho, je le fais encore. J'enseigne à la formation continue. J'ai fait un passage par les services adaptés aussi. Donc, dans ma description, je dirais une touche à tout, une curieuse, quelqu'un qui aime voir des nouvelles choses, expérimenter, mais qui a aussi des bonnes capacités de leader, de rassembleuse, et qui, présentement, est co-responsable du Centre d'aide à l'apprentissage pour les étudiants. Chouette. Toi, est-ce que tu avais quelque chose que tu aimerais savoir, Simon, sur Mélanie, ou ce qu'on entend là, ça fait du sens? Ça fait vraiment du sens, mais je suis très... j'adore, si on pardonne l'expression en anglais, là, pick the brain, comme picosser. Mais j'ai été capté sur le bac en psychologie. Quand ça a été quoi ton déclic en tant que cheminement personnel d'aller vers la compréhension de l'humain? Bien, en fait, là, souvent, notre perception de nous-mêmes vient beaucoup de ce que les autres pensent de nous. D'accord. Donc, quand j'étais adolescente, j'ai toujours été une personne qui s'intéresse beaucoup à l'humain devant elle et qui a la capacité de voir les forces aussi, puis pas juste les faiblesses, même devant des gens qui, parfois, présentent un côté plus sombre.
j'ai une confiance absolue en l'être humain, donc j'ai toujours été à l'écoute, je me suis toujours intéressée aux autres et on m'a souvent dit « Ah, toi, tu devrais devenir intervenante, tu devrais devenir psychologue. » Bon, je ne suis pas tout à fait devenue psychologue, mais donc ce regard-là que les autres portaient sur moi m'a amené à me dire à un moment donné « Ben oui, j'ai un tel intérêt pour l'être humain que je pense que ça pourrait être une voie super le fun pour moi. » Oh, c'est super. Et est-ce que tu verrais une différence entre quelqu'un qui fait du managing, comme de la gestion, puis qui prendrait un gig en intervenant pour parler d'organisation, ou versus quelqu'un qui est allé essayer de comprendre le cerveau, puis que ses mécanismes, puis tout ça. Puis, y aurait-tu une différence? Y aurait-tu, comme, d'après toi, un cap? Ben oui, effectivement, là, parce que là, tantôt, dans mon petit message rapide de qui je suis, ce que j'ai pas dit à l'intérieur de ça, c'est que pendant mes 15 ans dans le milieu communautaire, j'ai été 12 ans directrice d'une association. Fait que j'ai côtoyé plein de gens qui étaient bien placés dans les organisations, soit comme directeur ou comme cadre aussi dans les institutions là, de la région. Et oui, je me suis toujours fait un honneur de diriger avec humanisme. Donc, de tenir compte des employés qui sont autour de moi, de les rassembler, de travailler en équipe et de ne pas être celle qui prend les décisions toute seule à mon bureau et qui les fait appliquer par les autres. Ça peut être bon, là. OK? Je pense que chaque façon de faire les choses est bonne dans son contexte particulier. Mais avec mes caractéristiques à moi, ce que je souhaitais, c'est de travailler en équipe puis que tout le monde se sente important au sein de mon organisation. Donc oui, je pense que ça peut être différent. Merci. Sinon... Ben, moi, je veux juste appuyer que tout ce que tu dis, je veux dire, c'est vrai, je l'ai vu. On a eu affaire à travailler ensemble au sein des services adaptés il y a quelques temps déjà de ça, sans dire quelques années. Mon Dieu, on dirait que ça me vieillit, mais ça fait juste comme 5 ans que je suis au cégep, là, ça va. Chacun son rythme, chacun son temps. Et puis, non, ben c'est ça, tu sais, c'est vraiment, ça a été fabuleux de travailler avec toi. Puis, avec ça, ben ça fait un lien avec le sujet qu'on veut discuter aujourd'hui, qui est la rentrée scolaire, parce qu'on sait, on est tous dedans. On est peut-être un peu en retard, mais on est encore là, parce que ça fait 1 semaine, 2 semaines pour certains que c'est commencé, la 3e semaine pour nous au cégep. Donc, quand tu étais au cégep, au secondaire, peu importe le niveau scolaire, comment tu vivais ta rentrée scolaire? De façon... avec un léger stress, évidemment, parce que chaque rentrée avait son lot de nouveautés, mais en même temps avec intérêt, parce que comme ma trajectoire était déterminée, tu sais, je savais pourquoi je faisais mes études, ben j'avais toujours cet intérêt-là qui était plus grand que le stress. Donc, j'arrivais là bien disposée, je pense, à chaque rentrée, malgré un petit stress. Ah, ben c'est bien, c'est intéressant à savoir parce que je dirais moi-même, c'est toujours comme tu dis, un stress d'être à l'école parce que tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre, soit des nouveaux profs, des nouveaux cours ou des charges de travail qui vont être différentes d'un cours à l'autre. Mais je pense que moi, je l'ai vu un peu comme ça aussi. Tu sais, avec les années, je vois ce qui s'en vient. Je suis capable de me dire pourquoi je le fais. Fait que ça me donne une énergie seconde là, pour avancer, là, pour rentrer à l'école, en fait. Là. Ben oui, tout à fait. Là, c'est vraiment, quand on a un objectif qui est déterminé, ben la motivation est plus facile à obtenir. Fait que ça peut être un conseil, là. Un parmi tant d'autres. On aime ça. Puis, mettons, on dit rentrée scolaire, qu'est-ce que ça peut signifier, mettons, si on prend un recul extérieur, puis là, je divague de peut-être ce qu'on avait décidé de jaser, mais on est là pour ça. Donc, c'est ça. Si je dis rentrée scolaire, mais d'une vision d'un autre, tu sais, nous, on le vit comme ça, on le sent comme ça, mais comment on peut l'apercevoir en général chez les étudiants qui rentrent au cégep, par exemple? Est-ce que ça se ressent à l'interne des murs? Ben oui, tout à fait. Mais chaque étudiant le vit à sa façon. Ça, c'est sûr. Mais ce qui revient, c'est que c'est un moment de transition important. Donc, un moment où on a besoin d'être préparé au préalable. Puis, on a besoin de vivre chacune des étapes et surtout d'aller chercher tous les outils dont on a besoin, d'être à l'écoute
de comment on se sent, d'aller chercher les outils là, quand on sent qu'on a certains besoins. Parfait. Puis, on parle besoin d'être à l'écoute, puis ça m'amène à comment on peut s'organiser face à ça. Comment on peut le planifier, comment on peut prévoir les différents besoins ou le stress ou peu importe à ce moment-là. Y a-tu des trucs, conseils que tu peux aborder avec ça? Comment toi, t'arrivais à gérer ce stress-là, par exemple, ou qui pourrait peut-être servir aux gens qui nous écoutent? Oui. Bien, la première chose que j'ai goût de dire, c'est tout en lien avec la gestion du temps. Entre autres, quand je me procure un agenda pour être capable de suivre le fil, puis que ce soit agenda papier ou électronique, l'idée, c'est d'avoir un outil qui me permet de prendre la mesure du temps puis de savoir qu'est-ce qui est attendu de moi à quel moment. OK? Puis, gérer mon temps aussi pour être capable de voir quand il y a des choses qui s'en viennent. Il y a des moments chauds là, dans une session, des moments où on sait qu'on va être en surcharge. Donc, être capable de le prévoir d'avance pour peut-être me prendre de l'avance. Mais surtout, bien gérer son temps de différentes façons pour se rappeler qu'on a une vie à l'extérieur du cégep. Parce que parfois, quand on est aux études, il y a des moments où on a l'impression de ne pas avoir de vie autre que celle liée aux études. Mais non, on a toujours une vie à l'extérieur. Et ça, c'est bon de s'en rappeler quand on gère bien notre temps. Non, c'est vrai, il faut juste y penser. Là. Au cégep, c'est 15 semaines, donc c'est pas si long que ça. On est déjà à la 3e, il nous en reste 12 si on fait les bonnes maths. Puis c'est tout un marathon d'être là, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, là, mais tu manques un jour, tu te dis « Ah, c'est correct ». Tu reviens dans le cours, puis non, ils sont carrément à l'opposé du monde. Puis ça peut être terrifiant, pareil, des fois, de perdre le contrôle. Est-ce que ça te parle un peu, perdre le contrôle au niveau de l'organisation? Ben oui, tout à fait, parce que, comme tu le disais, le rythme est très élevé. Tu sais, tantôt, je disais, demander de l'aide rapidement, ben c'est pour ça. Parce que comme le rythme est élevé, ben des fois, si on s'y prend un petit peu trop tard, il peut être déjà trop tard pour certains cours. Fait que oui, toute cette gestion-là, puis juste comprendre le calendrier scolaire, peu importe le milieu dans lequel on est, comprendre le calendrier scolaire, que veut dire chacun des chiffres, comment ça se fait que des fois on est une journée d'un mardi, mais on a l'horaire du vendredi qui s'applique. Ça veut dire quoi ça exactement? Fait que quand on est dans les études postsecondaires, ça demande une gestion qu'on n'avait pas à faire nécessairement avant, là. C'est vrai, c'est presque qu'il faudrait avoir une classe. Avant, si on prendrait juste une classe de, je sais pas moi, un mois complet, on va au secondaire, on fait la classe de comprendre le système administratif et tout ça, complet pendant un mois intensif, puis après, là, on commence la session. C'est juste une solution, là, de même, mais... Un beau cours 101. Ouais, juste un beau cours 101 de comment comprendre les ressources et les fonctionnements, parce que toutes les peurs ou tous les stress qui arrivent dans la gestion de l'organisation, c'est, comme tu as mentionné, ça peut faire une grosse surchauffe. Dans le fond, le cégep et les études postsecondaires demandent une grande demande d'efficacité, puis de donner de la matière. Puis c'est encore pire à l'université, j'imagine, parce que tu fais des grands travaux de recherche. Tout à fait. Je dirais même de l'adaptation, parce que, tu sais, on parle scolaire, oui, mais souvent, pour plusieurs, c'est le moment où ils vont quitter la maison, le nid familial pour la première fois. Fait que là, ça engendre un stress supplémentaire. Fait que d'arriver peut-être à la gestion du temps, ça peut être compliqué après ça, là, avec tout ça mixé ensemble, là. Moi, je m'y connais pas vraiment parce que partir du nid familial, c'était comme une libération, je vais dire. Enfin, je fais ce que je veux. Je mange à l'heure que je veux. Je fais les repas que je veux. Je me cuisine la bonne nourriture. Puis je suis comme, hey, ça va bien, tu sais. Mais reste que c'est un challenge pareil pour plusieurs, là. Ben oui, tout à fait. Puis c'est vraiment une nouvelle autonomie face à un système ou face à certaines choses qu'on va vivre qui sont totalement inconnues. Fait que ça demande, je dirais, un certain sens des responsabilités aussi, d'être capable de se prendre en main. Parce qu'on n'a plus papa, maman, peu importe qui derrière nous pour dire « T'as-tu fait tes devoirs, là? T'as-tu pensé à faire telle chose, là? » Non, là, on le vit de façon plus autonome. Puis quand on est rendu dans les études postsecondaires, ben il n'y a pas d'avis aux parents, là, si l'étudiant n'est pas là ou...
Fait que ça demande vraiment un sens des responsabilités et une autonomie, là. On le comprend pas tout de suite, là, mais si on fait un parallèle avec tu peux sortir du secondaire à 16 ans, c'est comme si on disait en même temps, dans les petites lignes du paragraphe, mais maintenant, il te manque 2 ans, là, puis tu es considéré adulte majeur. Donc, tu vas aller au cégep, puis tu vas faire tes propres choix, puis tout va impacter ta vie à partir de maintenant. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de préparation, mais on sait que de plus en plus, les études nous disent que le cerveau, il atteint sa pleine croissance à 25 ans. Puis, parmi les dernières choses qui arrivent, c'est la capacité de planifier pleinement à plus long terme. Donc, quand j'arrive au cégep ou à l'université, peu importe, je ne suis pas encore tout à fait rendue à planifier tout ça. Fait que c'est difficile de préparer entièrement des rentrées telles que ça parce que tu n'as pas tous les outils cognitifs encore pour y arriver. Fait que tu as besoin d'avoir des gens autour de toi qui te supportent. Puis, je sais pas si on radote un peu, mais généralement, les obstacles qu'on arrive, comme tu as mentionné, c'est la préparation arrive au dernier cheminement du développement du cerveau. Ça serait, par exemple, ça serait quoi les obstacles qu'on pourrait faire face? Dans les études? Dans les études, mais avec le faire face à une meilleure organisation, à quoi on pourrait s'attendre, comme la grande montagne, la grande colline devant nous, là, généralement. Que, peut-être, si tu peux prendre avec un élève que tu as eu une session, ou c'était quoi sa plus grande difficulté, si on fait ça de plus général? Bien, je pense que ça demande, à la base, beaucoup d'organisation. Tu sais, être capable vraiment de se prendre en main. Puis quand on parle de l'organisation, là, juste l'organisation matérielle. OK. Tu sais, être capable d'avoir tout ce dont on a besoin. Pas attendre 3 semaines avant d'aller acheter nos recueils ou nos manuels. Puis être capable peut-être d'avoir un cartable pour chaque matière. D'avoir pas de feuilles éparpillées partout ou un agenda qui a 2 pouces alors qu'il devrait faire un quart de pouce. Donc, juste à la base, ça, c'est un élément qui peut nous aider à compenser parce que quand tout est classé, c'est plus facile de suivre un peu le train, là, parce qu'on arrive mieux à classer l'information. Oui. Puis, avec tout ça, le résultat, dans le fond, c'est je pense que je l'ai dit, là, mais l'efficacité, la performance de juste mieux donner des résultats, right? De fonctionner mieux comme un humain. Oui, tout à fait. Puis, on a aussi à changer nos façons de faire quand on arrive aux études postsecondaires. Parce que, par exemple, beaucoup d'étudiants disent « ben moi, j'ai jamais étudié. » Puis, ils essayent ça quand ils arrivent au cégep. C'est une mauvaise idée. Fait que des fois, les méthodes de travail n'ont pas été développées par le passé parce que les étudiants et étudiantes en ont pas ressenti le besoin. Mais sauf que là, ils arrivent dans les études postsecondaires puis ils sont un peu démunis face à tout ça. Et savoir comment étudier d'une façon qui est efficace. Savoir lire d'une façon aussi qui est active. Être capable de saisir le sens d'un texte, de lire un roman. Juste de faire les lectures qui sont requises. Plus qu'on en parle, plus que je suis très convaincu de ma solution là, d'un cours de méthodologie intense pendant 1 mois. Là, de méthodologie, organisation et tout ce qui vient avec. Juste donner les outils qu'il faut pour arriver au cégep, puis comme tout le monde est au même niveau, il n'y aura pas de... Bon, je vais aller faire campagne. Bien, effectivement, là, au secondaire, on pourrait peut-être mettre des choses en place qui assureraient une meilleure préparation. Mais quand les étudiants arrivent au cégep, il y a aussi des possibilités qui sont là. Puis, entre autres, les étudiants peuvent s'inscrire à un cours qui s'appelle « Réussir ses études », dans lequel, justement, l'objectif, c'est de développer des méthodes de travail. Donc ça existe au cégep. Pour tous les étudiants, là, on pense souvent qu'il est dévoué à Tremplin Deck, mais c'est pas vrai. C'est pour tous les étudiants. En tout cas, du moins ici, on a ça. Dans la plupart des cégeps aussi, c'est présent. Quand c'est pas la forme d'un cours, ça prend une autre forme, mais ici, on a ça comme cours. Puis il y a de plus en plus de programmes aussi qui incluent des éléments de méthode de travail. L'aurais-tu enseigné par hasard? Est-ce que je l'enseignerais présentement aussi par hasard? Oui. Oui, ça fait quelques fois que je l'enseigne. C'est super. Mais si on prend le nouveau programme de sciences humaines, il y a un cours de 30 heures sur les méthodes de travail intellectuel. Fait qu'on voit que de plus en plus, cette préoccupation-là, elle est présente.
Oui, parce que j'imagine, je me répète, mais moi, ma plus grande difficulté quand je suis arrivé, c'était d'essayer de m'adapter à tout ce qui était organisation, mais je vais essayer de trouver un autre synonyme, mais tout ce qui était difficile. Donc, je rentrais dans le cours, j'accumulais toutes les informations, tout ce qu'on me demandait comme travaux, j'arrivais chez nous, puis là, il fallait tout que j'aille filtrer ça. Mais en même temps, c'était toute cette méthodologie-là, tout le savoir, la gestion de temps, comme... Moi, là, mon père, il m'a donné peut-être 3 mois de sauce spaghetti, là. J'ai mangé juste ça, des pâtes, là, puis après, là, je faisais quoi, là? Il y avait plus rien, là, donc j'allais manger des hot dogs là, à la cantine, là, puis c'était pas mal ça, là. Oui. Donc, je trouve, oui, c'est important de comprendre, puis de savoir, puis je suis très reconnaissant aussi, personnellement, d'avoir, je pense, aux résidences du cégep, il y a eu des stages de formation sur le temps, la gestion de temps, puis c'était après deux séances, parce que j'ai vraiment aimé la première, je me sentais très prêt à faire face, mais ça, je pense que ce qui m'a titillé le plus, c'est que ça a pris quand même un grand 4 à, si on s'exagère un peu, là, 4 à 6 mois pour assimiler tout ça dans le cégep. Donc, en même temps, les premières sessions, c'était chaotique, c'était du cafouillage. Ouais. J'aurais tendance à dire que c'est possiblement un temps d'adaptation, d'apprendre aussi à connaître comment toi tu fonctionnes, puis qu'est-ce qui fonctionne pour toi, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis, tu sais, je vais plugger, en fait, là, avec ce que Simon dit. Moi-même, j'ai participé à ces ateliers-là qui étaient offerts aux résidences du cégep. Je pense qu'il y aurait pu avoir place à plus de gens durant les ateliers. Puis là, on recule à quand même 2017-2018, là. Fait que ça fait un bon petit moment déjà. Et puis ce qui est intéressant avec ces ateliers-là, oui, ça aurait pu être, il y aurait pu avoir plus de gens, je pense, qui s'inscrivent. Mais c'est sûr qu'avec la publicité, la façon dont on va chercher les étudiants, c'est un niveau supplémentaire. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que tous les outils sont disponibles au Centre d'aide de l'apprentissage à la bibliothèque Gilles Vigneault du Cégep de Rimouski. Et pour ceux qui sont au Cégep de Rimouski, ben c'est aussi accessible sur le Moodle. Donc, tu sais, les outils sont disponibles en permanence. Fait que c'est intéressant de dire, à un moment donné, je vais jeter un coup d'œil juste pour me donner une idée, puis j'essaye. On perd rien, en fait, là. Non, c'est ça. Il s'agit de prendre en charge sa propre réussite. Tu sais, de faire le choix que la réussite est suffisamment importante pour aller chercher tous les outils dont on a besoin. Tu sais, moi, je dis souvent à mes étudiants aussi, la réussite, c'est pas juste une note, puis c'est pas juste ce qui va se passer en fin de session. La réussite, c'est tout le chemin que tu as parcouru. Fait que ça se peut qu'en bout de ligne, tu vives l'échec dans ton cours, mais que tu as appris beaucoup plus que bien des étudiants qui sont en situation de réussite. Fait que la réussite, c'est pas juste les notes. C'est le chemin que chacun parcourt, puis la progression qu'il y a au sein de son propre cheminement. Tout à fait. Puis je pense que, sans trop me vanter, là, je vais dire que j'en suis la preuve vivante, là. Puis tu sais, vous avez déjà entendu parler de mon histoire possiblement à quelques reprises. Là, j'en plug tout le temps un petit morceau ici et là parce que, tu sais, je trouve que, comme tu dis, c'est pas forcément la note qui vient avec, mais tout le chemin qui a été parcouru parce que c'est comme d'apprendre à marcher. On va tomber avant de pouvoir faire 100 pas d'affilée. Puis ça fait partie du processus. Puis je pense que, en tout cas, c'est ma vision de voir les choses. Tu sais, oui, il y a la fameuse cotère, il y a tout ça. C'est important pour certains programmes universitaires, des choses comme ça, puis je le conçois aussi. Mais je me dis, dans la vie de tous les jours, c'est pas ça qui fait de toi une personne. C'est pas les notes qui vont faire de toi une bonne personne ou un bas gérant de restaurant ou un bon contremaître ou peu importe. C'est comment tu vas interagir avec les autres puis comment tu vas avoir réussi à fonctionner dans le quotidien. Puis je pense que ça débute à quelque part à l'école aussi avec tout ça. Oui, puis chaque fois qu'on tombe sur une situation d'apprentissage, ça nous permet d'apprendre des nouvelles choses qu'on n'aurait pas appris autrement. Exactement, oui. Fait qu'il faut pas voir l'échec de façon négative, là. Au contraire, peu importe dans quel domaine, c'est pas obligé d'être un échec scolaire, mais quand on fait face à une difficulté, il faut pas nécessairement la voir négative, essayer de voir qu'est-ce que je peux retirer de cette difficulté-là. C'est ça, puis tu sais, ça me fait penser, il y a une personne avec qui on a eu la chance de discuter là auparavant dans un cours, qui, elle, avait envie d'ouvrir un espace collaboratif de coworking, puis elle cherchait un local activement, puis elle s'est fait refuser à quelques endroits. Tu sais, elle disait, ça a été difficile pour moi jusqu'à temps que
j'arrive avec quelqu'un d'autre. Tu sais, j'en ai eu des échecs, puis j'ai fini par réussir à l'avoir. Mais tu sais, elle a bûché, elle a travaillé pour réussir à l'avoir, mais c'est ça, elle s'est adaptée à elle pour réussir. Hein. Oui. Oui, puis je pense que le respect de son propre rythme est important là-dedans aussi. Tu sais, oui, normalement, un deck, ça se fait en 3 ans. OK? Si c'est un deck technique, prévu en 2 ans, mais c'est plus si vrai que ça en réalité, là. Puis cette pression-là que certains étudiants se mettent, bien, elle ne répond pas nécessairement à chacun des étudiants. Puis c'est correct de prendre son temps. OK? La finalité, c'est elle qui est importante en bout de ligne. Puis le fait que l'étudiant se respecte, soit bien aussi dans ses choix et sente qu'il est en cheminement à l'intérieur de tout ça. Tu as mentionné quelque chose qui m'a attiré mon œil, mais crois-tu que le modèle d'avoir son pré-deck, son pré-universitaire, excuse-moi, ou sa technique en 2 ans, 3 ans, c'est un modèle archaïque? Je pense que c'est un modèle qui est encore d'actualité, mais dans la mesure où on garde en tête que c'est pas un modèle unique. OK? Que les autres modèles, quand je prends plus mon temps, par exemple, pour faire mes études, sont aussi de bons modèles. OK. Merci. Puis, avec tout ce qu'on dit là, tu sais, là, j'ai comme plugué un peu le centre d'aide à l'apprentissage. Je pense que j'aimerais un peu comprendre c'est quoi ça, le centre d'aide à l'apprentissage, parce que là, on a la chance de se dire, tu peux prendre ton temps pour faire tes études, tu peux, tu sais, tout ce qu'on vient de vous raconter, bien sûr, mais moi, ça m'apporte plutôt à vouloir pousser plus loin, puis toujours trouver la meilleure solution, la meilleure technique possible pour être capable d'adapter ça à moi-même, puis avoir une belle réussite scolaire, malgré le fait que ça soit ma 5e année de cégep. J'apprends tout le temps comme un nouveau cours qui m'apparaît, puis il y a des nouveaux défis qui se présentent à moi. Fait que là, c'est toujours d'adapter ma façon de travailler, ma façon d'étudier. Puis je pense que je serais curieuse de savoir un peu qu'est-ce que toi, tu offres comme aux étudiants ou qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher à cet endroit-là. Oui, bien, tout à fait. En fait, au centre d'aide, on est 2 personnes. Là, on parle avec moi de façon plus globale et de bien d'autres choses, entre autres ma vision d'éducation, comme on vient de voir, qui est la mienne propre, pas nécessairement celle du centre d'aide. Mais si on revient au centre d'aide, on est 2 co-responsables. Là. Fait que Julie Lefebvre aussi, qui est là avec moi. Puis, l'objectif du centre d'aide, c'est vraiment d'aider les étudiants à développer des bonnes méthodes de travail pour favoriser leur réussite le plus possible. Donc, comment on fait ça? En fait, c'est qu'on va offrir des ateliers. Donc, les étudiants peuvent s'inscrire à un atelier de façon individuelle ou en petits groupes. Hein, s'ils sentent que pour ce sujet-là, là, ils ont 2-3 collègues qui pourraient en bénéficier, ils peuvent venir en petits groupes aussi. Et c'est vraiment des ateliers de leur choix sur une base tout à fait volontaire. OK? Puis, les thématiques qu'on peut aller chercher par le biais des ateliers, ben c'est la gestion du temps, la gestion du stress, comment se préparer un exposé oral, comment étudier moins, mais étudier mieux, comment bien citer ses sources. Fait que c'est vraiment, là, on a 10 ou 11 ateliers au total de cette nature-là pour lesquels les étudiants s'inscrivent. Puis, de temps à autre, non, pas de temps à autre, plusieurs fois, il y a quand même des profs qui nous invitent à aller animer des ateliers en classe aussi. Fait que, puis chaque atelier là, dure à peu près 50 minutes, puis on s'ajuste aux besoins des étudiants. OK? Donc, oui, nous, on a du matériel déjà prévu pour un 50 minutes, mais notre but, c'est pas de remplir l'étudiant d'informations puis qu'il repart juste le crâne bourré. Ce qu'on veut, c'est que l'étudiant puisse nous parler de pourquoi il a choisi cet atelier-là, pourquoi il a fait le choix de venir nous voir, puis qu'à partir de là, on travaille à apporter de l'information, à discuter, puis aussi à faire en sorte que l'étudiant reparte avec quelques outils qui vont l'aider pour la suite des choses. Ah, c'est super intéressant parce que moi, j'ai eu la chance de voir à peu près les débuts, ou peut-être en 2017, du centre d'aide à l'apprentissage. Et puis, ça s'est concrétisé, ça s'est modelé, je vais dire, avec le temps. Puis, je trouve que c'est une belle ressource à l'interne du cégep pour les nouveaux autant que les anciens étudiants parce que, comme on le dit, il n'y a jamais un cours de pareil. Fait que des fois, même juste un refresh, ça peut être super intéressant de dire, écoute, tu as peut-être beaucoup de stress, beaucoup de choses en ce moment même. Prends un temps mort.
va revoir des bases de comment mieux étudier ou comment te préparer à ton examen ou ta semaine d'examen qui s'en vient. On va le voir beaucoup en fin de session avec français, philo, puis anglais, mettons, les examens vraiment importants. Puis après ça, ben tous les autres examens de ton programme qui vient avec ça dans 1 semaine, 2 semaines condensées. Fait que ça peut être super pertinent. Fait que je vous le recommande, tu sais. Je vous oblige pas à rien, là. C'est vous qui faites ce que vous voulez, mais personnellement, moi, je dis que c'est toujours ben winner. Oui, tout à fait. Puis on apprend toujours aussi là, à l'intérieur de ça. Là. Je sais pas si Simon, tu avais une question en particulier, mais moi, je pense que avec ce qu'on discute là, est-ce que tu pourrais dire que ce que tu fais présentement, ça a une valeur ajoutée à ton travail avec les jeunes, ou est-ce que ça t'apporte quelque chose en particulier de faire tout ça? Oui, bien, tellement. Tellement, parce que quand je suis en classe comme enseignante, j'ai une vision de groupe, hein, l'ensemble des étudiants qui sont là. Puis quand, donc, ça m'amène à plus avoir une idée de, en général, qu'est-ce qui peut se passer. Puis quand j'arrive au centre d'aide, bien, à ce moment-là, c'est plus une vision individualisée. Ça fait que là, oups, c'est comme si, excusez-moi l'expression anglophone, mais je zoom in pour aller voir, bien, chaque individu en particulier, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est sûr qu'en classe, je peux quand même cerner des choses, mais pas de façon aussi précise. Donc, ça me permet de prendre plus de temps pour discuter avec les étudiants. Là. Fait que cet apport-là, cette différence entre l'enseignement en classe devant un groupe versus en atelier individuel, ben oui, ça se nourrit l'un et l'autre, là, nécessairement. J'allais juste faire un compliment, mais je trouve ça super. Comment on pourrait presque comparer à... Si on fait une image sur Monopoly, c'est presque apprendre à marcher. C'est comme presque juste commencer à faire le mouvement pour mettre la pièce sur Go. Puis ensuite, quand la pièce Go est construite, ben, tu es capable de voir et de pouvoir projeter, en fait, vers l'avenir. Non, je trouve ça très, très génial. Oui, c'est une très belle image. Puis comme on le disait un peu plus tôt, là aussi, tout est dans la motivation, puis la capacité à prendre tout ça en main, puis à se dire, ben OK, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? D'ailleurs, on a aussi un atelier sur la motivation. Oh, peux-tu m'en dire quelques mots, là, pour tous ceux là, qui vivent une petite journée difficile? Là? Oui, bien, en fait, dans cet atelier-là, on regarde comment on peut, des petits trucs là, sur comment on peut se motiver, puis essayer d'éviter la procrastination aussi, parce que c'est 2 bons amis, ça. Hein? Donc, quand je peux motiver, ben là, je reporte les choses à plus tard. Moi j'ai l'habitude de dire un peu à la blague, jusqu'à minuit la veille, mais à minuit la veille de la remise, le professeur est plus disponible. Ça fait que des fois, on se retrouve dans le pétrin. Mais on n'a pas déjà entendu parler que la procrastination est un mécanisme de défense psychologique. Que, dans le fond, face à un travail qui a l'air comme une surcharge, automatiquement, puis il faut repérer les différents types de procrastination qui rentrent, ça va être ton mécanisme de défense. Ben oui, effectivement. Effectivement, c'est ta tête qui fait comme « OK, non, moi, je veux pas faire ça ». Sauf que ce mécanisme de défense-là, ben il est fortement conseillé d'aller au-delà parce que sinon, ben nécessairement, ça te met dans le pétrin si tu reportes jusqu'à ne plus avoir le temps ou ne plus pouvoir le faire de la même qualité, là. Je vous conseille à tout le monde de faire une petite recherche. Là. Il y en a à peu près, je pense, 9 à 11 systèmes de procrastination. Ils sont assez différents l'un et l'autre. Il y en a qui c'est sur le temps, il y en a qui c'est juste une simple distraction. On pourrait en parler pendant des heures. Peut-être un autre épisode. Oui, c'est ça. Gardez-vous ça en réserve. on va le prendre en note, Simon. Mais tu vois, je savais même pas ça. Tu sais, moi, procrastination, si on procrastine, on fait rien. Mais j'avais jamais pensé vraiment à le séquencer ou à trouver des facteurs différents. Là. Ouais. L'humain a des mystic ways. On pourrait dire différents aspects assez mystiques dans chaque personnalité. Le cerveau est vraiment une chose biologique très, très étrange. Là. Si on le regarde là, de façon comment il fonctionne ou juste de comment il avance ou interagit socialement quand tu essaies de faire « Bon, OK, lui, est-tu correct avec moi? » Puis là, c'est tout, ça se passe tout dans la tête. Là. Ouais. Oh oui, tout à fait. C'est fascinant. Là. C'est un monde fascinant, le cerveau. Là. Je me permets une petite parenthèse. Des fois, je raconte aux étudiants, quand on parle de l'étude, entre autres, tu sais, souvent, je ne sais pas si vous l'avez fait, là, mais moi, j'ai souvent étudié dans mon lit là, quand j'étais plus jeune. Tu sais, bien confortablement dans le lit, idéalement en mou ou en pyjama. Puis, de plus en plus, les études nous ont dit que c'est pas une bonne idée.
Parce que qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on envoie un message ambigu au cerveau. Hein, un message contradictoire. D'un côté, on lui dit, ben OK, là, c'est temps de relaxer, de se détendre par notre habillement, notre position. Mais par l'action qu'on lui demande de faire, on lui demande d'être vite, d'avancer, de réfléchir, d'analyser. Alors, c'est un double message et on s'aperçoit qu'assez souvent, c'est pas très efficace. Alors, je dis tout le temps aux étudiants, trouve-toi une table de travail, reste habillé en vêtements de travail, en guillemets, pour que ton cerveau comprenne que là, il faut encore là, qu'il soit actif. Oui, ben c'est ça. Puis je te dirais, c'est une des premières choses qui m'a été dite dès mes premiers rendez-vous. Ça va s'adapter avec mon éducatrice spécialisée. C'était comme, voici comment tu peux gérer tes choses, mais ne jamais travailler en mou ou en pyjama. Puis c'est tout le temps un défi de dire, hey, c'est la fin de semaine, je vais m'habiller avec des jogging ou non. Non, tout à fait. Faut pas. Tout à fait. Puis en plus, si tu es couché sur ton lit, ce que ça peut faire, c'est comme le cerveau n'a pas tout à fait compris. S'il s'est mis en action pour étudier, bien après ça, tu arrives pour dormir, puis tu vis de l'insomnie. Parce qu'il comprend plus que le lit, c'est fait pour se descendre. Fait que c'est fascinant, l'univers du cerveau. Je suis très d'accord. Puis il y a tous mes TDA qui sont à l'écoute, là. C'est, vous fonctionnez comme vous fonctionnez, puis à chacun ses trucs, mais voici le mien. Je rentre chez nous, puis c'est quand même un petit appart, c'est assez sombre, mais j'ai une lampe à côté de mon bureau, puis ça, chaque fois que je l'allume, genre ma description de la lampe, c'est la lampe de travail. Donc, je l'allume, puis là, je rentre en focus. Oui, parce que tu as créé une référence dans ta tête qui lui permet de dire, OK, maintenant, c'est le moment du travail. Oui, en effet. Puis il y a aussi pour le stress. Prenez une balle de stress. Pour moi, ça m'aide beaucoup. Ça me tient groundé, comme si tu attrapais le tissu de la réalité par la main. Ouais. Donc, il y a plein de trucs. Essayez, découvrez. Ben oui, puis ça, la gestion du stress, là, il y aurait vraiment un autre épisode à faire là-dessus parce que c'est très large. Puis on a une chercheuse québécoise qui est vraiment la fine pointe sur ce sujet-là. Ah, on garde sans réserve. Je note, comme dans l'annonce de la télévision. Il manque juste le petit collier rouge là, qui allume quand je le dis. Petit des assurances. Exactement. C'est dans la voiture. Je note. Mais ouais. Puis, tu sais, on jase de tout ça. Puis j'imagine qu'un peu la façon de coopérer ou de travailler avec les jeunes, avec le temps aussi, ça t'a amené à te créer comme une banque d'outils de données qui t'a permis de les accompagner puis de faire en sorte que ça les amène vers un meilleur succès ou peu importe. Hein? Ben, de façon bien humble, évidemment, parce que oui, j'ai eu à travailler dans différents contextes où j'avais à aider, mais cette banque-là n'est pas complète. Là. Elle continue à se compléter tout le temps, puis des fois, c'est par le biais des recherches, des fois, c'est par le biais des collègues. Les étudiants m'apportent aussi des idées. Là, la semaine passée, j'ai une étudiante qui me parlait d'une application que je connais pas, fait que c'est sûr que je vais aller expérimenter de ce côté-là pour voir en quoi ça peut être intéressant. Fait que, ben oui. Qui est? Ben, vite fait comme ça, là, je pense que ça s'appelait Anki. A-N-K-I, puis c'était pour faciliter l'étude. Fait qu'entre autres, tu peux te poser, prévoir des questions que l'application te pose, auxquelles tu réponds. Tu peux même minuter, là, repose-moi cette question dans 7 minutes. En tout cas, ça là, c'est super large qu'on peut faire avec ça. Ça me fait penser, justement, tu parles de cette application-là. Moi, il y avait mon orthophoniste qui m'avait suggéré l'application, puis là, c'est pas drôle, je l'ai en tête, mais... Study Stark, c'est un peu... le nom est anglophone, mais c'est un peu le même principe que ça. En fait, tu crées tes propres questions. Donc, tu as l'option d'avoir plusieurs jeux. Je parle du bonhomme pendu, question des flashcards, donc que tu as la réponse d'un côté, la question de l'autre. Tu as mots croisés, plein de trucs comme ça qui permettent de dire, ben avec mes collègues de travail, de classe, je fais, par exemple, des questions sur le chapitre 1, l'autre fait des questions sur le chapitre 2, puis on se les partage ensemble. Donc, ça crée aussi un envie supplémentaire d'étudier, parce que je me souviens d'avoir fait ça, moi, il y a quelques temps. Bon, j'ai perdu mes super collègues avec qui je faisais ça. Ils ont quitté le programme. Je suis un peu déçue, mais c'est parce que ça fonctionnait quand même assez relativement bien, de dire, OK, on se crée des questions puis sur des cartons, puis on se les pose à chacun notre tour. OK, ben moi, je fais des questions sur justement, le chapitre 1, puis l'autre sur le chapitre 2, puis après ça, on met ça en commun, puis on se les pose. C'est comme ça, ben l'étude est interactive, donc c'est plus intéressant là, à ce moment-là.
Ben oui, très intéressant, effectivement. Puis étudier avec d'autres, ça peut être plus stimulant. Tu sais, d'ailleurs, un petit truc qu'on peut donner aussi aux étudiants, c'est que, surtout les nouveaux, c'est que quand tu arrives dans tes classes, prends les coordonnées d'au moins 2 personnes dans chaque classe. Comme ça, si tu as des questions, que tu as manqué un cours, ben, tu peux te référer à ces étudiants-là. Évidemment, il y a toujours le prof, là, mais ça fait des gens, au moins dans ta classe, à qui tu peux te référer en cas de besoin, puis avec qui tu peux jaser, puis échanger des trucs, puis peut-être étudier. Puis... C'est peut-être pas tes amis. C'est ça, des fois, ça peut être un peu intimidant de dire d'aller au-delà parce qu'on connaît pas personne dans la classe ou peu importe. Mais il faut se dire, ben, c'est ma vision des choses encore une fois, que le premier pas que tu vas faire vers ces personnes-là va t'amener à tellement plus pour le reste de tes études parce que ça peut être quelqu'un qui va finalement être dans ton programme puis que tu vas passer tes 3 années ou plus ou 2 à étudier avec cette personne-là ou à créer des liens de confiance. Fait que là, on se sent moins seul au monde aussi. Hein? Ben oui, puis quand on observe autour de nous, là, on n'est pas seul à être seul au monde. On s'aperçoit qu'il y a d'autres étudiants aussi qui sont seuls dans la classe. Fait que des fois, c'est plus facile d'aller d'abord vers ceux-là. C'est peut-être l'expérience qui parle, mais souvent, moi, je projette comme, l'étudiant rentre, là, souvent, je suis le premier dans la classe, puis comme, il est dans la même situation que moi, là, il vit le même calvaire. J'essaie de voir tout le monde à mon égal pour faire comme, ils ont mes problèmes, c'est leurs problèmes, donc ça me facilite à faire, là, sais-tu ce qu'on va faire aujourd'hui? Puis souvent, ils sont sur leur téléphone, puis ils pensent pas au cours, puis là, c'est comme si j'étais en train de les réveiller, puis comme, oui, c'est vrai, je suis dans un cours. Mais j'ai vraiment, si je reviens on partageait des applications, puis je trouvais ça assez le fun, donc je vais me laisser aller. Moi, le premier moment où est-ce que je suis rentré au cégep, là, j'ai regardé mon téléphone puis j'ai fait, je vais faire une section parce que tu peux, avec les widgets puis tout ça, là, être capable de restructurer puis de comment tes préférences, où tu veux tes applications. Essayez ça, tout le monde. Là. Essayez d'avoir une page avec toutes vos applications comme Google Doc puis tout ça sur toute la même page sur le téléphone. Moi, je trouve que c'est un moyen très, très efficace. Puis aussi, vous pouvez avoir une autre page pour le loisir puis tout ça. Donc, je sais pas, mais compartimenter des choses, là, ça aide beaucoup à filtrer parce qu'on l'a dit, c'est un peu ça l'organisation. Puis, celle que j'utilise, l'application que j'utilise le plus souvent, ça s'appelle Brain Focus. Je pense que vous pouvez le trouver sur Apple Store ou Google Store. C'est ça, Google Store? Google Play, oui. Puis ça sert juste à... je pense que tu as sûrement dû en entendre parler, mais le cerveau a à peu près comme 30 minutes d'attention. Puis ensuite, il a besoin d'un break. Quand tu dépasses ça, puis ça peut varier chez les gens, ça peut être 20 minutes, mais c'est comme ça rentre dans le barème. Puis ça a besoin d'un break après, dépendant comme 5 minutes, 10 minutes. Puis c'est super le fun cette application-là parce que tu peux gérer ton temps. Puis le moment où est-ce que je vois, OK, il y a le chrono, il commence à descendre, il n'y a plus rien, j'entends plus rien, il y a juste le travail, puis juste... Ouais. Je trouve ça assez génial. Je fais de la publicité gratuite, là, présentement. mais ça a du sens ce que tu dis parce que c'est basé sur une méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro pour la concentration, pour l'étude, où à la base, on suggère de faire 50 minutes de travail intellectuel et 10 minutes de pause, mais vraiment minuté. Dans un 10 minutes, il faut que je considère que cette pause-là, c'est pas plus que 10 minutes. Puis après ça, je me remets à la tâche. Fait qu'il faut que je vois qu'est-ce que je peux faire dans un 10 minutes. Je peux aller à la salle de bain, prendre une collation, je peux danser, je peux chanter, mais je peux peut-être pas aller m'amuser sur Facebook parce que là, il y a des chances que je respecte pas le 10 minutes. Puis si ma pause s'étend trop, c'est difficile de revenir à la tâche. Mais quand effectivement, là, pour ceux et celles pour qui c'est plus difficile de se concentrer ou quand la tâche nous semble moins intéressante, on peut faire 25-5, donc 25 minutes de travail intensif pour 5 minutes de pause. L'idée, c'est d'entrecouper des périodes de travail intensif par des périodes de pause parce que c'est pas vrai qu'on peut étudier ou se concentrer pendant 2-3 heures puis avoir la même efficacité. Là. Les gens qui font ça, c'est comme 1 heure, 2 heures de blitz. Le seul effet que ça donne, parce que l'ayant vécu, c'est de l'épuisement après. Puis là, tu rentres dans ton cours de français, par exemple, puis là, le prof parle, puis il faut que tu notes, puis t'es juste plus là. Tu veux juste aller faire une sieste, dormir, manger, autre qu'être au cégep. Puis, à l'effet contraire d'utiliser la méthode Pomodoro,
c'est faire... c'est comme être un athlète, mais au niveau mental, comme tu gagnes faut que tu m'aides. Le stamina, c'est en tout cas, tu gagnes du stamina, tu gagnes de l'endurance. C'est le mot en français. Tu gagnes de l'endurance, mais mentale. Puis quand j'ai eu ce truc-là, puis je l'ai utilisé, je trouvais ça super. Donc, je le suggère à tous. Mm-hmm. Puis encore là, tout dépend du contexte dans lequel tu es aussi. Il y a des moments où on est capable de se concentrer de façon efficace, puis il y en a d'autres où c'est plus difficile. Oui. Puis, c'est ça. Je vais juste appuyer ce qui était dit parce que c'est pas évident de se dire je vais le faire tout le temps, de rester constant dans ça parce que des fois on est comme un peu je vais dire surmené par les événements de comme OK là j'en ai trop en même temps puis on sait plus par où commencer, par où aller. Fait que tu sais de se dire OK je me fais une tâche, une liste à cocher au pire aller de ce qu'il y a à faire puis qu'est-ce qu'il y a à remettre avant les autres. Moi c'est ce que je fais tout le temps en fin de session plus, là, je vais vous avouer que pendant la session, parce que pendant la session, j'arrive quand même bien à gérer mon temps puis mes choses, mais rendu en fin de session, des fois, tu te rends compte que, OK, on a plus de travaux à remettre. Fait que là, ça va vite, le temps file, qu'est-ce que je fais, par où je commence? Je suis un peu débordée par les événements, il faut que je travaille à côté, il faut que je me nourrisse, il faut que je fasse à manger, le lavage, le ménage, name it, tu sais. Fait que de se faire une liste à cocher puis de dire, OK, je me prévois dans mon horaire, dans mon calendrier des périodes, puis j'utilise justement cette technique Pomodoro-là. Puis mettons, pendant ma pause de 10 minutes, pas de Facebook, pas rien, parce que c'est pas bon, parce qu'on vient de travailler pendant 25 minutes, 50 minutes sur un ordinateur à faire des travaux. Je vais aller faire une brassée de lavage. Je vais aller la mettre à sécheuse. Je vais faire un peu de vaisselle. Fait qu'on maximise le temps. Fait que ça nous permet d'avoir des tâches ménagères de moins à faire pendant notre période de tâches ménagères dans la semaine, que je peux dire, je vais aller faire une activité physique ou là, je vais écouter un film, par exemple. T'sais. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, on voit qu'on revient à la gestion du temps qui reste importante. Fait que oui, la liste à cocher, c'est un outil. Il existe plein d'outils. Tu sais, dans ces situations-là, on peut se faire un horaire sur une semaine aussi, qu'on utilise pendant toute la session, où on indique, qu'est-ce que je fais, à quel moment, grosso modo. Tu sais, à quel moment je vais placer l'étude pour tel cours, l'étude pour tel cours, à quel moment je vais faire mon ménage, à quel moment je vais voir mes amis aussi. Parce que quand on se donne des outils comme ça, on va y inclure des loisirs. Encore une fois, pour se rappeler qu'on a une vie à l'extérieur de nos études. C'est vrai, puis je voulais rajouter aussi, si t'haïs ça, là, faire des affaires, mettons, là, que tu veux juste là, faire la crêpe, moi, mon meilleur conseil, comme tu disais, là, faire la gestion de temps, c'est un peu un contre-message, c'est il faut que tu sois actif, il faut que tu penses à tes affaires, il faut que tu sois organisé, puis c'est ça la récompense, que quand tu as un espace vide, que tout va bien, que tu as fait, mettons, tu as regardé le calendrier scolaire avec toutes les semaines, tu as analysé tes plans de cours, puis tout le temps, les profs, là, même s'ils disent « Ah, ça va être à semaine 2, on va faire ça » ou dans les grands tableaux, mais c'est non dit, parce que le prof, il y a comme 5-6 classes en même temps, mais c'est à ce moment-là, dans, mettons, la semaine 15, la semaine 10, il va se passer l'examen. Donc, tu peux l'écrire, te faire un calendrier à l'avance, utiliser Google Calendar, te faire des alertes, puis tu vas savoir que, va falloir faire la lecture ou va falloir avoir fini le livre. Puis, je pense que c'est mon dada, là, parce que ça me rejoint, là. Quand j'ai rien à faire, là, je fais la crêpe. Je fais rien. C'est excellent. Tu parlais de récompense, mais ça peut être ça aussi quand on a de la difficulté à se motiver pour faire quelque chose. On peut dire quand je vais avoir terminé ce travail-là, je vais m'offrir telle récompense. Fait que ça peut être du temps qu'on va faire à une activité qu'on aime, ça peut être quelque chose qu'on va manger, une sortie qu'on va faire, peu importe, mais l'idée, c'est de trouver quelque chose qui va nous faire du bien, puis qui va nous amener une motivation suffisante à terminer notre tâche pour aller vers cette récompense-là. Mm-hmm. C'est vrai. Puis, moi, je pense que tranquillement, pas vite, on peut s'en aller vers une petite finalité pour permettre à tous de, bien sûr, aller travailler, profiter un peu de la vie, du beau temps dehors parce qu'il fait beau. Et puis, j'aurais peut-être une dernière question. Si tu aurais quelque chose à dire aux étudiants ou aux jeunes de demain qui s'en viennent au cégep ou qui sont déjà là ou qui se dirigent vers l'université ou peu importe,
qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Respire. OK? T'es capable. Prends les choses une à la fois. OK? Essaie pas de tout prendre en même temps, là. Une petite bouchée à la fois. Prends des bonnes respirations. Achète-toi un agenda. Demande de l'aide. Ça, c'est la base pour bien partir. Après ça, il y a bien d'autres choses qu'on peut faire. Mais pour moi, là, c'est vraiment la base pour bien partir. J'adore. J'adore aussi. Merci. Ça fait plaisir. Si tu veux plugger, c'est le moment. Le micro est à toi. Pour plugger tes projets personnels dans la vie de tous les jours avec le cégep, que ce soit au privé, au public, etc. Ah, ça c'est une belle grande question. Plugger. Oui. En fait, j'ai plus le goût de plugger pour les gens qui écoutent. Tu sais, pour leur dire, ben, sois à l'écoute de toi-même. Donne-toi les outils dont tu as besoin. Va vers où tu as le goût d'aller. Puis écoute qui tu es. Puis quand on connaît mieux qui on est plus capable de faire des choix qui nous ressemblent aussi, qui sont cohérents. Puis je pense que ça vient, ce message-là vient chercher un peu tous les chapeaux que j'ai dans la vie, que ce soit au cégep, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma vie de maman aussi, tu sais. Découvre qui tu es, puis à partir de là, ben, fais des choses qui te ressemblent. Donc, une plug émotionnelle, morale et réflexion. C'est super. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Jen, d'être toujours ma chère partenaire dans ce podcast. Puis, au prochain épisode. Ben, merci à vous deux. Ben, merci. Puis on se dit à la prochaine pour un épisode sur On ne sait pas quoi encore.